Merci de nous retrouver pour Bourse au Live, les rencontres avec ce nouveau webinaire dédié à l'innovation. On va parler de l'intelligence artificielle qui est devenue une composante essentielle des investissements dans l'immobilier. Et nous expliquerons pourquoi avec vous, Béatrice Gage. Bonjour. Bonjour Marie-Laure. Vous êtes directrice recherche et innovation chez Swiss Life Asset Managers. Nous reviendrons ensuite dans la deuxième partie de l'émission sur le fonctionnement des SCPI de Swiss Life AM qui permettent d'investir sur ces actifs innovants. Avec vous, Xavier Royer. Bonjour. Bonjour Marie-Laure. Alors pour commencer, je me tourne vers vous Béatrice. On va faire un peu de pédagogie quand on parle de l'intelligence artificielle dans l'immobilier, sans trop rentrer dans les détails. À quoi est-ce qu'on fait référence ? Alors, il y a plusieurs choses que vous avez dit. Il y a l'intelligence artificielle et l'immobilier. Donc, il n'y a pas une intelligence artificielle. On le sait bien, il y a des intelligences artificielles. Alors, pour le faire très simplement, ça peut être des techniques algorithmiques, de la modélisation au sens large. Pourquoi elles sont et elles seraient appliquées à l'immobilier? Donc, sur l'immobilier, il y a toute une chaîne de valeur, depuis la construction, juste par exemple aux produits immobiliers. Et en fait, on a des techniques donc, qui sont dites intelligentes parce que elles sont issues de la modélisation depuis ce qu'on appelle le BIM, le Building Information Modeling, jusqu'à la digitalisation, par exemple, des services financiers et des services immobiliers. Donc en fait, on couvre la construction, on va dire, ensuite l'exploitation, la valorisation et pourquoi pas l'analyse, par exemple, des performances. Alors pour l'immobilier, c'est vrai que j'insisterai plus sur la partie construction, design, aussi par rapport aux enjeux de la transition climatique, parce que l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle en immobilier. Je pense qu'elle est là, elle est présente depuis, on va dire, les 20-30 dernières années. Elle a été peut-être bousculée depuis les accords de Grenelle au début des années 2000, puisqu'on s'était aperçu finalement que le secteur de la construction et le secteur de l'immobilier étaient, on ne va pas dire le principal émetteur des gaz à effet de serre, mais en tout cas un des principaux secteur d'émissions des gaz à effet de serre. Alors selon les pays, c'est de 20 à 30%, moins évidemment pour la France puisqu'on est sur le nucléaire. Et donc finalement, toute la profession a décidé de s'engager, de travailler pour mettre en place différentes techniques qui pourraient justement participer à la transition, décarboner des immeubles et surtout avoir des techniques intelligentes pour mieux construire, mieux exploiter et aussi en bout de chaîne, mieux valoriser, par exemple, les actifs. Alors, pour donner encore peut-être quelques chiffres de référence, on va dire qu'aujourd'hui, la modélisation, les techniques, la recherche-développement investis dans le secteur immobilier, c'est de 3 à 5% selon les pays, un peu plus de 3% sur la France, alors qu'en général, la moyenne est de 2,5%, tous secteurs confondus. Donc on imagine bien qu'il y a certains secteurs qui portent plus la transition et qui donc vont forcément investir. Aujourd'hui, on a, j'allais dire, toute une gamme de ce qu'on appelle les PropTech, Prop pour Property, Tech pour technologie. On a un écosystème en France, en Europe, mais aussi dans le monde, qui justement sont très innovants pour l'immobilier et pour faire que le secteur soit beaucoup plus vertueux. Donc ça, c'est pour la partie peut-être construction-exploitation. Ce qui est vrai aussi, c'est que sur la partie valorisation des portefeuilles, valorisation des actifs, on utilise des techniques algorithmiques comme on peut le faire dans d'autres classes d'actifs. Et là aussi, on a de l'innovation puisqu'en fait, l'immobilier, par essence même comme ce studio ici, permet de récolter beaucoup de données, de les analyser et là aussi d'optimiser, encore une fois, l'exploitation et in fine la valorisation et la performance en bout de chaîne pour l'épargne des ménages. Alors justement, on constate que l'intelligence artificielle dope la performance de certaines classes d'actifs de l'immobilier, notamment dans l'hôtellerie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Béatrice ? Oui, alors vous avez dit encore une fois doper. Donc doper, ça veut dire booster la performance. Pourquoi? Parce que souvent, les techniques issues de la modélisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a à la fois le volet exploitation, le côté valorisation. En fait, dans les deux cas, on a beaucoup de ce qu'on appelle d'économie d'échelle. Donc d'économie d'échelle, ça veut dire par essence même d'économie. Et donc moindre coût et donc forcément plus de marge et plus de performance. Alors dans l'hôtellerie en particulier, c'est vrai que quelque part, c'est un secteur qui a été, on va dire, béni
aussi par la crise sanitaire, puisqu'en fait, il y a eu des changements structurels post-crise sanitaire qui ont énormément bénéficié au secteur de l'hôtellerie par rapport aux autres secteurs. Il est vrai qu'on est en France, on est proche des Jeux Olympiques. C'est vrai que la France, c'est quand même la première destination mondiale. L'Europe, c'est le continent qui finalement aujourd'hui a retrouvé un niveau de fréquentation, d'arrivée, de nuitée supérieur avec ce qu'on a connu avant la crise sanitaire. Donc ça, c'est relativement intéressant. Et le secteur de l'hôtellerie, donc ça, je veux dire, il y a le côté structurel, d'accord, du secteur de l'hôtellerie en tant que tel. Après, comment l'intelligence artificielle va nourrir la performance du secteur? Eh bien, encore une fois, il y a deux types de données. Il y a ce qu'on appelle les données externes. Alors, je vais les illustrer, de la volumétrie associée par exemple aux données de trafic, aéroports, gares, etc. Des données de plateforme par exemple qu'on analyse. Et puis, il y a des données plutôt internes qui sont liées au sous-jacent, à l'exploitation, la consommation d'eau, la consommation d'électricité, à quelle heure par exemple les personnes qui sont dans un hôtel vont prendre leur petit déjeuner, comment ils évoluent par exemple en sortant, on appelle ça in, out, etc. Donc, l'ensemble de ces données, finalement, c'est comme un millefeuille qu'on agrège, vont permettre justement d'optimiser, encore une fois, l'exploitation et puis aussi permettre de fournir des services attendus, d'anticiper la demande des clients qui ne sont pas les mêmes, par exemple, en été, à Noël, quand on a une clientèle plutôt jeune, une clientèle plutôt mûre, une clientèle plutôt familiale, une clientèle plutôt business, une clientèle plutôt légère. Donc en fait, ça permet finalement d'être beaucoup plus agile pour les opérateurs hôteliers. Et puis quand on dit beaucoup plus agile, ça veut dire aussi deux choses. Ça veut dire anticiper la demande, modéliser ce qu'on appelle des prix optimaux ou avoir ce qu'on appelle des prix dynamiques qui vont correspondre finalement à un certain type de clientèle, qui vont permettre d'optimiser, de maximiser le taux d'occupation. Et ensuite, quand on a à la fois une maximisation du taux d'occupation, un prix qui est optimal en fonction de la saison, et bien on arrive aussi à optimiser ce qu'on appelle le RevPAR, qui est un peu le Graal des opérateurs. Bon, voilà pourquoi finalement, d'un point de vue structurel, l'hôtellerie est un secteur très performant et c'est vrai qu'au niveau opérationnel, grâce aux techniques d'intelligence artificielle, finalement, le secteur devient de plus en plus agile et c'est vrai, c'est le plus emblématique en matière finalement d'utilisation des données d'univers totalement différents. Les données aident aussi les experts à faire les bons choix d'investissement et notamment à profiler le bon type d'opérateur d'hôtellerie, ce qui permet in fine de générer plus de performance. Vous confirmez, Béatrice ? Oui, alors dans la lignée de ce que je vous ai expliqué, c'est vrai que on a des opérateurs qui peuvent être à la fois ce qu'on appelle une différenciation horizontale, différents opérateurs en fonction qui soient plutôt qualifiés sur de l'hôtellerie de loisirs ou alors de l'hôtellerie d'affaires. Et puis, il y a ce qu'on appelle des opérateurs avec une différenciation ou une diversification plutôt verticale en termes de gamme. Donc, évidemment, en fonction des données plutôt macro, des données associées aux plateformes, l'environnement extérieur qu'on analyse et aussi en fonction des données des opérateurs eux-mêmes, c'est vrai que du coup, on arrive à imaginer, à modéliser ce qu'on appelle des clusters, comme l'effet des regroupements, comme un profiler, un détective, en disant en fonction de la zone de chalandise, par exemple, en fonction du type de clientèle que je vais avoir sur une saison, sur une année, peut-être que cet opérateur paraît peut-être plus approprié que tel autre opérateur. Donc en fait, c'est finalement pour à la fois nuancer, optimiser et puis que ce soit le win-win à la fois pour l'opérateur et puis à la fois pour l'investisseur. Finalement, c'est choisir le meilleur partenaire pour quelque part partager les gains ensemble et non pas les risques. Alors d'une façon plus générale, est-ce qu'on peut dire que l'hôtellerie finalement prend le relais en termes de performance par rapport à d'autres classes d'actifs plus traditionnelles comme les bureaux et les commerces ? Alors je vais dire oui et non. Alors pourquoi oui et non? Parce que c'est vrai qu'en termes de performance pure, c'est vrai que l'hôtellerie a véritablement connu un rebond de ses performances. Ça, c'est indéniable. Et par, j'allais dire,
dans la lignée du rebond de ces performances, c'est vrai que finalement les investisseurs ont décidé de se focaliser plus sur ce qu'on envisage être un secteur de croissance à moyen et long terme, puisque je vous ai dit en introduction que finalement l'Europe continentale est une terre de prédilection justement pour l'investissement immobilier en hôtellerie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de transactions, de volume, la taille du marché de l'hôtellerie n'est pas aussi importante que, par exemple, celle des bureaux, celle des commerces. Donc, évidemment, quand on est spécialiste, comme Swiss Life Asset Managers, il est vrai que pour nous, on a beaucoup plus de facilité à aller sur ce terrain de jeu-là pour aller dénicher des actifs et faire des partenariats avec certains opérateurs. Mais on va dire que la taille du marché en tant que tel contraint finalement tous les acteurs. Tous les acteurs ne vont pas aller se positionner sur ce secteur-là parce que quand bien même c'est un secteur avec des performances potentielles assez positives, c'est vrai qu'il faut être relativement expert à la fois en termes de données, mais à la fois en termes d'expertise pour travailler le sous-jacent et travailler avec les opérateurs. Donc c'est vrai que la machine ne peut pas tout faire. Il y a la modélisation d'un côté et puis il y a le principe de réalité de l'autre. Il faut amalgamer les deux pour générer de la performance. Alors pour faire simple, on peut dire qu'il ne faut plus voir l'immobilier comme quelque chose d'ancien, mais au contraire, c'est devenu une classe d'actifs très connectée, notamment autour de la question de la décarbonation, où l'intelligence artificielle joue là aussi un très grand rôle. C'est ce que vous disiez en début d'émission. Voilà, tout à fait. Alors c'est vrai que le mur, par définition, ce que j'aime à dire, moi, c'est qu'en général, ce qui reste des civilisations passées, quand on réfléchit à l'Amérique latine ou d'autres, j'allais dire, civilisations dans le monde, c'est le bâti. D'accord, puisque finalement, c'est ce qui va traverser les âges. Et finalement, la ville, c'est ce qui réunit les hommes et les femmes dans la cité. Et peut-être que quand on est à Paris, quand on voit de l'Haussmann, on a l'impression qu'on est dans de l'ancien. Mais l'immobilier, comme je l'ai dit en introduction, a pu être quelque part un secteur très innovant grâce à la data, grâce à ces techniques de modélisation, grâce à ces savoir-faire qui, quelque part, sont très innovants depuis la matière, hein, puisqu'aujourd'hui, on peut même avoir, par exemple, du béton décarboné, du ciment décarboné, jusqu'à de l'innovation, par exemple, digitale. Donc oui, c'est un secteur qui n'a pas à rougir, et j'allais même dire plus que ça, je pense que c'est un secteur qui est très pionnier parce que quand on fait de l'investissement immobilier comparativement à d'autres classes d'actifs, finalement, quand on a envie d'avoir un impact en termes de décarbonation, en termes de transition climatique, on a véritablement la main sur l'actif. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans d'autres classes d'actifs. J'allais dire, c'est la beauté et c'est la pureté de la stratégie quand on investit sur des actifs réels d'une manière générale et l'immobilier en particulier. Voilà. Alors une question que se posent sûrement tous ceux qui nous regardent pour l'épargnant. Le retour sur investissement se fait grâce aux dividendes, mais pas seulement. Expliquez-nous, Béatrice. Alors, pas seulement par rapport aux dividendes, oui, parce que c'est vrai que la dividende, c'est à la fois la première partie de la performance, hein, c'est le revenu qui est généré de manière régulière, et puis après, il y a la valorisation de l'actif en tant que tel qui, en sortie de performance, participe totalement finalement à la performance globale d'un actif et de l'actif immobilier en tant que tel. Voilà. On n'est pas très différent d'une classe d'actifs comme les actions, où il y a la partie dividende et il y a la partie prix. Et nous, la partie prix, ça va être la partie valorisation qu'on va générer au cours du temps. Mais pour revenir, par exemple, par rapport à l'hôtellerie et par rapport au changement de paradigme, c'est vrai qu'on est dans un environnement macroéconomique très particulier, notamment du fait qu'on a changé de paradigme, on est plutôt dans un paradigme de taux d'intérêt qui vont être relativement plus élevés que ce qu'on a connu dans les 10 dernières passées. Hein. On dit en anglais higher for longer, donc on comprend bien ce que ça veut dire. Et pour les actifs réels, ça veut dire que finalement la performance ne va pas être uniquement générée par la valorisation, mais il va falloir trouver une nouvelle forme de performance, notamment associée à du revenu, à de la croissance du revenu. Et l'hôtellerie, par excellence, permet de générer de la croissance potentielle parce qu'au-delà de l'indexation des loyers, vous avez ce qu'on appelle la croissance du RevPAR qui, elle, va permettre de booster la performance globale. Ça va se retrouver ensuite dans la valorisation. C'est peut-être un peu trop long pour expliquer, mais du coup, c'est cet amalgame qui va faire que la performance au total va être, j'allais dire, elle aura plus de potentiel que ce qu'on appelle des actifs mainstream ou plus classiques, voilà, qui ne peuvent pas générer cette couche supplémentaire
lié à la gestion active, cet alpha lié à la performance dont on parle aussi en immobilier, comme par exemple pour la classe d'actifs des actions. Merci beaucoup Béatrice. Je me tourne vers vous à présent, Xavier Royer. Expliquez-nous comment vous investissez vous concrètement dans ces actifs innovants à travers les SCPI Mistral Sélection et ESG Pierre Capital. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez faire un petit peu de pédagogie et nous expliquer tout simplement ce qu'est une SCPI? Bien sûr, du coup, SCPI, Société Civile en Placement Immobilier, et c'est un véhicule qui va avoir la particularité d'être investi en fait uniquement sur l'immobilier, modulo quelques liquidités. Donc on va aller par exemple sur de l'hôtellerie, sur du commerce ou encore du bureau. Et c'est du coup un actif qui va être se juger la performance de deux façons. Premièrement, sur l'évolution de la valorisation de son parc immobilier, donc à la hausse ou à la baisse. Et deuxième façon de juger la performance, ça va être notamment le rendement, donc en fait la distribution des loyers que vous allez pouvoir toucher. Et donc c'est une solution qui est clé en main, qui va vous permettre de vous exposer à l'immobilier sans avoir les contraintes de la gestion locative. Alors vous l'avez dit, vous investissez notamment dans les centres logistiques et les centres commerciaux. Et pour faire le lien avec ce que disait Béatrice, comment est-ce que vous utilisez l'analyse de données avec l'intelligence artificielle pour gérer ces actifs? Alors, dans ce cas précis, et surtout pour la logistique et tout ce qui va être le commerce, ce sont les locataires en fait, directement qui vont se piloter un certain type de données. Et nous-mêmes, société de gestion, pouvons collecter des données sur site afin de s'assurer qu'en fait, on peut anticiper et adapter les besoins des locataires et toujours s'assurer que nos actifs répondent aux besoins de leur quotidien pour leurs activités. Alors chez Swiss Life AM, l'innovation passe aussi par les produits, comme par exemple la SCPI Mistral Sélection lancée en mai dernier, qui est accessible sans frais d'entrée. Je crois que vous êtes la première société de gestion française de taille européenne à proposer cette offre innovante. C'est bien ça, Xavier ? C'est ça, effectivement. Swiss Life Asset Manager France est la première société de gestion de taille européenne à le proposer. Et on va avoir la robustesse d'un grand groupe européen derrière. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que Swiss Life Asset Manager est une société de gestion qui va gérer et être présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière, aussi bien de l'acquisition jusqu'à la remise des clés en fait aux locataires. Et enfin, on est la première société de gestion à mettre des frais de sortie anticipés de 6%. Et on le verra, sur ces frais, une partie sont acquis au fond. Et ça, c'est plutôt très innovant et plutôt protecteur pour le porteur de part. On en parlera un petit peu plus tard. C'est une SCPI qui est opportuniste, donc qui contribue au financement de la mutation des territoires. Expliquez-nous pourquoi. En effet, aujourd'hui, on remarque que les territoires sont en mutation, que ce soit aussi bien les grandes villes européennes, les petites communes ou bien les villes moyennes se mobilisent aujourd'hui pour réorganiser leur centre-ville, pour les rendre plus dynamiques, pour apporter plus de services, pour apporter un nouveau lien social. Et on le voit, en fait, le cœur même de la stratégie de Mistral Sélection va être justement d'identifier ces zones en mutation, au regard notamment des nouveaux modes de consommation ou bien de travail qu'on peut avoir. Et notre stratégie va être justement d'investir sur ces types d'actifs immobiliers et les localisations qui demain seront au cœur de ces changements. Et on le voit avec la première acquisition qu'on a pu faire avec Mistral Sélection, qui est notamment un retail park à Valenciennes. Donc c'est tout simplement en fait un centre commercial qui est loué à des grandes enseignes françaises, notamment Maxi Zoo ou Maxi Bazar, et qui va répondre en fait à une problématique de pouvoir d'achat qu'on rencontre aujourd'hui. Et enfin, en investissant dans Mistral Sélection, vous allez vous aussi devenir acteur du changement de la mutation et notamment des territoires. Donc c'est ce qui guide finalement vos choix d'investissement, c'est de choisir des territoires en mutation. C'est une priorité dans vos choix? Exactement. Et c'est la volonté de Mistral Sélection, c'est vraiment de contribuer au financement des changements des territoires qu'on peut voir aujourd'hui. Alors un point important à souligner qu'on a évoqué il y a quelques instants, si l'épargnant sort de la SCPI avant 6 ans, les frais de sortie s'élèvent à 6%, mais il y a évidemment des raisons à cela. Quelles sont ces raisons, Xavier? Alors effectivement, plusieurs raisons. Premièrement, en fait, sur la SCPI, on reste sur un véhicule de long terme. On est comme en fait sur un achat d'appartement ou de maison, on n'est pas là pour faire des allers-retours au bout d'1 an ou 2 ans. Et il faut vraiment le voir en fait comme si vous achetez une maison. Je ne suis pas sûr que si par exemple vous avez décidé d'acheter une maison, vous allez décider de la vendre d'ici 1 an ou 2 ans parce que forcément vous avez des frais. Droits de mutation, frais notariaux, donc il faut laisser le temps au produit d'amortir ses frais. Et on reste aussi sur une classe d'actifs qui est illiquide. Ça prend un peu plus de temps de vendre un immeuble, par exemple un bureau, qu'une action ou une obligation. Et c'est pour ça qu'on a mis des frais de sortie du coup de 6% si l'investisseur sort avant 6 ans. Et sur ces 6%, pardon, vous avez 3,60 qui sont acquis au fond. Donc qui retourne directement à l'intérieur du produit. Et donc c'est plutôt assez protecteur parce que vous allez avoir de la liquidité qui nous permettra de saisir les opportunités et continuer d'aller chercher des nouveaux investissements. C'est important de le rappeler, effectivement, l'immobilier, c'est un investissement sur le long terme, avant tout. Totalement. Mais vous avez également lancé en 2017 la SCPI Pierre Capital, exposée au Smart Office avec des bureaux connectés en centre-ville, mais aussi à l'hôtellerie de plein air ou au Smart City.
Pourquoi ces choix d'investissement? Alors c'est vrai que ESG Pierre Capital, j'ai un peu tendance à l'appeler la Smart SCPI et on va sur des thématiques qui sont un peu différenciantes et je prendrai notamment l'exemple du Smart Travel. Donc en fait c'est tout ce qui va être la partie voyage et hôtellerie et ça fait le lien comme ça avec ce que Béatrice avait pu dire juste avant. C'est vrai que chez Swiss Life Asset Managers France, on est l'un des leaders européens en immobilier. On a la chance d'être un spécialiste sur la partie de l'hôtellerie et notamment de l'hôtellerie de plein air. L'hôtellerie de plein air, c'est un très beau mot pour dire que tout simplement c'est du camping. Aujourd'hui, vous avez une réelle mutation sur les campings. On n'est plus du tout sur le camping 4-5 étoiles, sur l'image un peu beauf qu'on pouvait retrouver avec juste un bungalow ou une tente quechua qu'on peut jeter entre guillemets dans un espace vide. Maintenant, vous avez une réelle montée en gamme et quand vous allez dans du 4-5 étoiles, le mot en fait camping, il reste juste le mot camping. Vous êtes sur des campings qui sont plutôt haut de gamme et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une réelle expertise sur ce domaine. Ça fait depuis à peu près 2018 qu'on a développé cette expertise, premièrement pour des institutionnels, et là maintenant on a voulu donner accès justement à des clients particuliers. Cette ESCPI permet aussi des réductions d'impôts assez importantes, expliquez-nous. Oui, effectivement, ESG Pierre Capital en fait a 49% de son parc immobilier qui est investi en Allemagne et entre deux pays européens, vous n'avez pas de double imposition. En Allemagne, en fait, on a directement le prélèvement à la source, ce qui fait que vous allez bénéficier de crédits d'impôt sur les prélèvements sociaux et sur les revenus. Et pour des TMI qui seraient assez élevés, ça peut être très intéressant. On avait fait justement le comparatif en fait, d'une SCPI. Des TMI, petit point pédagogique. Taux marginal d'imposition. On avait fait justement le comparatif pour une SCPI 100% française par rapport à notre SCPI, donc ESG Pierre Capital qui est à 49% en Allemagne. L'année dernière, le taux de distribution de Pierre Capital a été de 5,16%. Pour des TMI justement, dans les dernières tranches, ça équivaut à une SCPI 100% française qui versera un taux de 7%. Donc on voit bien que justement, il y a un réel avantage pour des personnes qui auraient une TMI assez élevée. Donc qui ont un taux d'imposition assez élevé, c'est ça? Totalement, c'est ça exactement. Alors pour finir, expliquez-nous très concrètement comment souscrire au SCPI Mistral Sélection et ESG Pierre Capital. Très simple, tout simplement, il faut se connecter sur Boursorama, aller dans l'onglet Bourse, SCPI en direct et c'est une souscription qui est 100% dématérialisée. Mistral Sélection est disponible à partir de 180 € et ESG Pierre Capital à partir de 205 €. Merci à tous les deux. Merci Marie-Laure. Merci Marie-Laure. Restez bien avec nous, le programme continue sur Bourse Live. Prochain rendez-vous à 15h30 pour la table ronde sur l'innovation. Excellente journée à tous.